Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Des générations d'élèves ont appris par cœur cette date, au même titre que 1515 Marignan ou 1789 la Révolution française. Elle est devenue depuis longtemps un enjeu mémoriel, sinon politique. Elle passionne et divise les spécialistes. Mais de quelle date s'agit-il ? De l'année 732, date de la célèbre bataille de Poitiers au cours de laquelle Charles Martel a vaincu les Arabes. Cependant, aussi célèbre soit-il, cet événement possède de nombreuses zones d'ombre qui stimulent l'imagination des uns et l'esprit critique des autres. Nous allons aujourd'hui tenter d'y voir plus clair avec Éric Labaille, docteur en histoire et spécialiste d'histoire militaire. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Cédric Delaunay. Alors d'abord, on va essayer de contextualiser un peu cette bataille. Loin de Poitiers, en 711, les troupes musulmanes entrent en Espagne. Et oui, au début du 8e siècle, l'Occident est partagé entre différents royaumes ou différentes zones d'influence. La France, depuis Clovis et ses successeurs, l'actuelle France est dominée par les Francs, hein, le roi des Francs, le roi mérovingien, et la péninsule ibérique est dominée par le pouvoir des Visigoths. Les Visigoths ayant été chassés d'Aquitaine par la fameuse bataille de Vouillers au début du 6e siècle. Et donc les Visigoths dirigent l'Espagne jusqu'en 711, date à laquelle une des troupes musulmanes débarquent en Espagne et font s'effondrer comme un château de cartes le pouvoir visigothique, remplace le pouvoir visigothique, s'installe en Espagne et crée ce qui deviendra plus tard Al-Andalus, c'est-à-dire une principauté musulmane. Et à partir de là, il y a des raids, des tentatives de conquête au-delà des Pyrénées. Oui, des raids et des tentatives de conquête pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment des raisons religieuses, hein, étendez les droits de Dieu sur terre. Donc il s'agit de répandre l'islam bien au-delà des terres de l'Hégire. Mais il s'agit aussi de profiter de la richesse des régions voisines, et notamment des régions de l'autre côté des Pyrénées, hein, la Septimanie, l'Aquitaine, la région de Toulouse, qui sont des proies intéressantes, puisque ce sont des régions riches, riches depuis l'Empire romain, et qui ont continué sur leur lancée. Et donc des troupes partant de péninsule ibérique donc pénètrent régulièrement dans ces territoires. Des régions riches qui sont dominées par quel type de régime politique ? C'est pas les Francs qui dominent ces régions-là. C'est un mélange. On a des potentats locaux, des comtes, notamment le comte Eudes qui va jouer un rôle important dans la campagne de 732. Donc c'est un morcellement en fait de pouvoirs, des pouvoirs locaux, régionaux, qui quand on s'oppose à des raids, l'union fait la force. Or là, l'union, il n'y en a pas, et chacun est obligé de se battre pour lui-même. Parce que les Mérovingiens sont pas très en forme à ce moment-là. Les Mérovingiens, c'est un paravent, hein. Le roi mérovingien à l'époque s'appelle Thierry IV. Thierry IV est un roi qui n'a pas forcément le pouvoir qu'il devrait avoir. En tout cas, on est très très loin d'un roi puissant comme avait pu l'être Clovis, par exemple, ou même Dagobert. Et donc, il est le paravent derrière lequel s'abrite l'homme fort du régime, qui n'est autre que Charles. Charles, qui est le maire du palais, qui est donc l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler, alors attention aux comparaisons, mais une sorte de premier ministre, hein, qui dirige le royaume à la place du roi, ou théoriquement au nom du roi, et qui petit à petit s'est arrogé le pouvoir au point où Thierry IV a été mis sur le trône par Charles, lequel Charles, dans l'exercice de son travail de maire du palais, de sa fonction de maire du palais, a gagné un surnom sous lequel il sera connu, c'est le surnom de Martel. Martel, pourquoi Martel ? Le marteau, celui qui écrase. Il a écrasé la révolte de certains seigneurs, notamment en Austrasie, dans le sang. C'est un homme qui
qui est craint, qui est redouté et qui est redoutable, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue militaire. Donc une poussée, de troupes musulmanes, pour la conquête, le pillage, ils s'avancent donc dans le sud de la France actuelle? Oui, ils s'avancent dans le sud de la France, ils attaquent Bordeaux, ils remontent vers le nord. Pourquoi remontent-ils vers le nord? Est-ce que c'est pour, conquérir le cœur du royaume, mérovingien? Heu, Pas tant que ça, non, parce qu'entre Bordeaux et le cœur du royaume mérovingien, il y a un sanctuaire, qui est connu dans tout l'Occident et qui attire les convoitises. Et ce sanctuaire. Ouais, c'est celui, le trésor de la basilique Saint-Martin. Effectivement, c'est un endroit particulièrement fastueux, qui abrite, les trésors laissés par les pèlerins et parmi ces pèlerins, il y a les Mérovingiens. Le saint patron des Mérovingiens, c'est Saint-Martin et donc il y a, la chasse, hein, du saint et il y a nombre de reliques et il y a nombre de donations qui en font un attrait considérable pour Abdelrahman qui rêve pourquoi pas de piller Voilà. cette basilique. Alors Abd-al-Rahman, c'est le gouverneur d'Al-Andalus, donc la principauté musulmane en Espagne, et donc il va lancer une campagne en direction donc plutôt en direction de Tours en fait, hein, pour être clair, laquelle donc remonte par le Poitou, et c'est là que va avoir lieu une confrontation. Alors cette confrontation, Alors c'est là, oui, alors voilà. Alors le là le est là, important. Le là est important parce que beaucoup de choses sont en suspens en fait. La première, avant d'aborder le là, c'est le quand. Parce qu'en fait, on parle de 732, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr du tout. 732, c'est une date qui a été fixée par recoupement des diverses sources que nous avons, notamment des sources chrétiennes, mais pas tant de sources chrétiennes que ça, surtout des sources d'origine musulmane, hein, notamment les chroniques mozarabes qui se fixent sur une périodicité à partir de l'hégire. Donc en faisant des recoupements de calendrier musulman, de calendrier chrétien, on arrive à une fourchette comprise entre 731 et 734. Dans cette fourchette, on va enlever les périodes les moins probables et on arrive sur une grosse probabilité 732-733. Et dans cette probabilité, on sait par plusieurs sources que la bataille a eu lieu un samedi du mois d'octobre. Donc vous prenez les samedis du mois d'octobre des 2 années et on finit par arriver à s'entendre sur octobre 732. Mais cette date est contrebattue par certains historiens et elle n'est pas forcément à prendre comme une date intangible. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. donc une date soumise à caution. Voilà. Maintenant, Le là, un lieu là. Alors soumis là, à caution. eh oui, alors C'est Pour- peut-être le plus gros débat. pour le moins, oui. Sachez que 38 sites prétendent, et mordicus, hein, être le lieu de la bataille de Poitiers. Donc ça va s'échelonner à Poitiers, la ville de Poitiers. Ceci étant dit, le nom Poitiers n'est pas anodin. Poitiers étant la dernière grande ville avant d'arriver dans la zone d'influence de Tours. Donc on peut considérer que le nom bataille de Poitiers, c'est le nom de la dernière ville traversée ou la dernière ville croisée par les armées musulmanes. Mais non, enfin on peut mettre aussi Vouneuil-sur-Vienne, on peut mettre Senon-sur-Vienne, on peut mettre, on peut même aller beaucoup plus au nord, à côté de Tours, à Ballens-Miré, où un lieu porte le nom. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout la même période, mais pourquoi pas? Le nom de Lande de Charlemagne. Pourquoi est-ce que ces Landes de Charlemagne, finalement, ne seraient pas une déformation mémorielle d'un endroit où on se serait battu quelques dizaines d'années plus tôt? On ne sait pas. Tiens, Saint-Quentin-sur-Indrois. bah oui, puisqu'à Saint-Quentin-sur-Indrois, on a un lieu qui s'appelle la tombe des Sarrasins. Puis, alors, ce n'est pas la même étymologie, mais Sainte-Maure, on pourrait le dire, ça a été avancé, mais non, parce que là, en l'occurrence, c'est une sainte qui s'appelle Maure et sa sœur Brite. Donc Saint-Quentin-sur-Indrois où se trouve une opportune fosse Martel et à Sublène, donc la tombe des Sarrasins. Oui, j'ai interverti Sublaine et Saint-Quentin, excusez-moi. Ouais. Donc effectivement, on est dans cette logique où, en étudiant la toponymie, on voit bien qu'il y a de multiples indices. Alors forcément, il y a un endroit qui est le bon, mais lequel Oui, et partout sur ces 38 sites, on a des légendes
et des traditions locales, notamment à tel endroit, dans un puits, les morts en se repliant auraient enterré un trésor. Enfin, des croyances, des traditions qui, chaque fois sont à l'appui de, la véracité du lieu pour la bataille de Poitiers. Au-delà des traditions, est-ce qu'on a des sources sur quelles sources on peut s'appuyer? On a des écrits, on a de l'archéologie, qu'est-ce qu'on a? On a très, très, très peu d'archéologie, voire quasiment pas du tout. Quelques restes mérovingiens, vers le Grand Pressigny ou le Petit Pressigny, je crois, on a des tombes mérovingiennes. Mais bon, des tombes mérovingiennes, il y en a dans toute la France, ça n'est absolument pas probant. Je vous disais, la source la plus précise sur le sujet sont les chroniques mozarabes. Ensuite, vous avez des chroniqueurs, chrétiens, des chroniqueurs, occidentaux, qui vont eux aussi, mais c'est toujours des évocations plus que des récits précis. Je vous donne un exemple. Si le lieu n'est pas connu avec précision, on pourrait se dire que le déroulement de la bataille est connu. On a eu une émission sur la bataille de Poitiers pendant la guerre de Cent Ans. Le lieu exact de la bataille de Poitiers est soumis à caution, mais le déroulement exact de la bataille est très bien connu. On connaît la capture du roi Jean II le Bon. Là, en l'occurrence, cette bataille de Poitiers, c'est une bataille qui, selon les sources, a vu les fantassins francs. Alors, il n'y a pas que des francs, il y a des francs, des burgondes et des aquitains. Les fantassins francs formaient un mur infranchissable sur lequel la cavalerie mort est venue s'empaler, en fin de compte, est venue mourir et n'a pas pu aller plus loin. Et selon d'autres sources, en fait, c'est l'inverse. C'est la cavalerie franque qui est venue à bout de l'infanterie musulmane. Alors, quel est le vrai scénario? En fait, le vrai scénario, on ne le connaît pas. Et tant que l'on n'aura pas découvert par des sources probantes le véritable site de la bataille avec des ressources archéologiques qui nous expliqueront que là, effectivement, nous avions de la cavalerie. C'est quand même assez facile à reconnaître des sources, enfin des traces archéologiques d'un combat de cavalerie ou d'un combat d'infanterie. Bien évidemment, les objets ne sont pas les mêmes. Donc à partir du moment où on n'aura pas trouvé ces sources probantes, on ne sera pas en mesure d'affiner un scénario probable de cette bataille. Et même l'ampleur de la bataille, on n'a pas d'idée. Est-ce que c'était vraiment une bataille massive ou est-ce que c'était tout compte fait des escarmouches ou est-ce que c'était l'avant-garde de l'armée sarrasine ou est-ce que c'était vraiment le gros de l'armée? Alors sur l'armée sarrasine, justement, on a dans les livres d'histoire, notamment de la fin du 19e siècle, on nous parle de Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers. En fait, des Arabes, il n'y a pas tant d'Arabes que ça, hein. C'est une armée qui est essentiellement composée de quelques chefs, donc quelques cadres d'origine arabe, c'est-à-dire origine de la péninsule d'Arabie, mais l'essentiel des troupes sont des Berbères Ouais, d'Afrique du Nord, auxquels sont ajoutés des des Visigoths. Visigoths, auxquels sont ajoutés des Ibères. C'est une armée extrêmement composite. Alors le déroulement de la bataille pourrait tout à fait aussi être une bataille de harcèlement sur des colonnes finalement assez étirées entre Poitiers et Tours, hein, étirées et pourquoi pas encombrés par le fruit de leur butin, contre lesquels les Francs auraient pu mener plusieurs actions concomitantes. Ça aussi, c'est un scénario possible. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Donc là, on voit la différence entre histoire et mémoire. Très clairement, la bataille de Poitiers telle qu'on l'a représentée aux élèves de la Troisième République, c'est une mémoire nationale dans laquelle on va héroïser un homme, Charles Charles Martel, Martel, oui. qui s'inscrit dans une légende, hein, une légende dorée des grandes personnes, des grands personnages qui ont façonné la France. Oui, et ce n'est pas dénué d'arrière-pensée, puisque en héroïsant Charles Martel, euh, on, finalement, on va légitimer la prise du pouvoir, la prise de la couronne par son fils, Pépin. Charles Martel entre guillemets, n'est que maire du palais, son fils le sera à sa suite, mais après avoir déposé Thierry IV, Pépin va être élu roi des Francs, mais cette élection d'une nouvelle famille, qui va donner la famille des Carolingiens, la dynastie carolingienne, manque de légitimité. Et cette légitimité, on peut la trouver soit chez ses grands ancêtres, Pépin de Herstal,
Martial, etc. Mais soit chez Charles Martel, mais finalement avant la bataille de Poitiers, de quoi est-il responsable, Charles Martel? De la gestion du royaume et de la mise au pas des féodaux, enfin de ce qu'on appellera plus tard les féodaux, enfin des Les comtes seigneurs. et des seigneurs, voilà. Mais une mise au pas violente. Est-ce que ça suffit pour fonder une légitimité dynastique? Non, il fallait une geste, il fallait un événement plus fondateur, un événement d'ampleur plus large que la simple répression d'une fronde seigneuriale. Donc la bataille de Poitiers en donne l'occasion. D'autant plus que Charles n'est pas quelqu'un de jeune, hein. On est en 732, il est né en 688, enfin vers 688. Donc c'est un homme mûr déjà, et c'est un homme mûr qui finalement va accomplir son destin, accomplir sa geste, et par là même donc donner la légitimité à son fils lorsque en 751 Pépin deviendra roi des Francs. Donc ça, c'est pour les Francs. Alors les Sarrasins disparaissent de la France? Alors déjà, leur chef Abdalrahman, il est de tradition de dire qu'il a été tué pendant la bataille de Poitiers. Sauf que certaines sources nous le citent encore vivant quelques années plus tard. C'est assez complexe. Donc déjà, on ne sait pas si Abdalrahman a été tué à Poitiers, enfin à la bataille. Tiens, à propos de bataille de Poitiers, on dit bataille de Tours aussi. Hum. Chez les Anglo-Saxons, on parle de bataille de Tours et non pas de bataille de Poitiers. Donc ça permet aussi de relativiser la localisation géographique. Bref, tout ça pour dire que la conquête de la Gaule par les musulmans, là aussi, c'est quelque chose qui est à relativiser. On l'a dit tout à l'heure, ce sont surtout des raids, alors plus ou moins structurés, plus ou moins ambitieux. Là, on avait un raid véritablement ambitieux qui cherchait à monter le plus au nord possible. Mais cette conquête, finalement, elle reste à relativiser. Et lorsque le raid qui a mené jusqu'aux portes de Tours les musulmans est tenu en échec par Charles Martel, le pouvoir musulman s'installe en Septimanie, va y rester pendant un certain temps, avant d'en être chassé et de se replier au-delà des Pyrénées, sachant que un autre pouvoir musulman va s'installer en France, notamment en Provence, autour de Fraxiné, c'est-à-dire pas très loin de Saint-Tropez, dans la région de Saint-Tropez, et qui va créer une sorte de semi-principauté dépendant d'Al-Andalus, quelque chose d'assez assez complexe et au contour assez C'est trouble, flou, oui. assez flou, oui, qui ne sera finalement auquel on ne donnera finalement de fin qu'avec la bataille de Tourtour à la fin dans la deuxième moitié du Xe siècle. Donc la présence musulmane en France, sur le sol de l'actuelle France, les contours géographiques de l'actuelle France, a encore de beaux jours devant elle après 732. Et ensuite, il y a des légendes locales qui montrent une considérable présence sur le long terme des Sarrasins. Alors, il y a une tradition locale. Alors, c'est comme toutes les traditions, elles valent ce qu'elles valent. Mais on parle des Bédouins du Véron. Alors, le Véron, c'est une région qui est proche de Chinon. Et on raconte encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens originaires de cette région, qui sont vraiment autochtones, qui ont toujours vécu là. Je veux dire, dans la France jusqu'au 19e siècle, on bouge peu. Les gens avaient la peau basanée et les yeux très bleus, comme des Berbères. Et on raconte qu'effectivement, c'était des descendants de prisonniers berbères ou de musulmans qui se seraient installés là au 8e siècle et qui auraient fait souche et qui se seraient possiblement dilués dans la population locale. Alors, est-ce qu'on accrédite de telles traditions? Est-ce qu'on peut poser des interrogations? Alors peut-être que l'ADN aujourd'hui pourrait peut-être nous donner des renseignements, mais il de penser que Charles Martel arrive et élimine totalement la présence de groupes musulmans sur la France, on est dans le fantasme le plus total. Total, d'autant plus que, comme je vous le disais, il y a une présence politique, militaire, économique, culturelle dans le sud de la France, dans l'extrême sud de la France, pendant encore facilement 150 ans en fait, même oui bien plus de 150 ans, si on compte Fraccinet, et donc cette présence, mais on a aussi une présence qui va être beaucoup plus diffuse, qui sera par l'intermédiaire de relations commerciales, de relations diplomatiques, de relations culturelles, par l'intermédiaire dans les siècles qui vont suivre, mais notamment du chemin de Saint-Jacques, de la Reconquista espagnole. Donc il y aura toujours des porosités entre les mondes francs et le monde arabo-ibérique. Voilà.
porosité qui va jusqu'à des alliances qui pourraient apparaître comme contre nature. On voit des princes chrétiens s'allier avec des princes musulmans pour aller taper sur d'autres princes chrétiens dans un jeu féodal extrêmement complexe. Ouais. Et donc, il n'y a que l'extrême droite qui voit dans Charles Martel un héros de la chrétienté éliminant la présence musulmane. Et on peut voir effectivement comment un fait historique peut être déformé d'un point de vue mémoriel pour être récupéré politiquement par certaines personnes. Oui, il l'a de toute façon été à partir du moment où il a été remis au goût du jour, à partir du moment déjà où la date de 732 a été fixée, je l'ai dit tout à l'heure un peu arbitrairement, mais où elle a été fixée, communément admise et apprise dans ce sens. Que ce soit pour légitimer le pouvoir carolingien, que ce soit pour légitimer une sorte de guerre de civilisation entre un Occident chrétien et un Orient musulman conquérant, quoi qu'il en soit, cette bataille avait tous les ingrédients pour être effectivement récupérée. Eh bien, merci Eric Labaille. Vous retrouverez la bataille de Poitiers et bien d'autres événements encore dans Grande Date du Poitou, chez votre libraire et dans tous les points presse. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.